C'est quoi un bon débat? Nous, ce qu'on a envie, c'est de faire en sorte de pousser un pays entier à se réunir. On est à un moment de la société française où aujourd'hui, c'est permis de tuer sur les réseaux sociaux. Déjà, quel enjeu c'était pour toi de sortir Pierre-Edouard Sterin de ce groupe-là? Moi, dès que tu commences à me dire t'as pas le droit de faire ça pour X ou Y raison, mon premier réflexe, c'est d'avoir envie de le faire. Je veux dire, moi, ça me fait pas marrer quoi, qu'on essaye de faire croire qu'on est politisé d'un bord ou de l'autre. Avant de filmer, tu fais quoi? Mon but dans la vie, c'est de faire des choses super utiles et d'être bien payé pour. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Petit aparté avant votre épisode pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à regarder En orbite, et ça me fait très plaisir. Mais vous êtes aussi beaucoup à passer sur les épisodes sans interagir. Alors simplement un petit message pour vous rappeler que la meilleure manière de me soutenir, c'est de mettre un like, un commentaire, de vous abonner si vous aimez bien le contenu. Et si jamais vous écoutez sur les plateformes de streaming, vous pouvez mettre un 5 étoiles, que ce soit sur Deezer ou Spotify, etc. Ça me fait très plaisir. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Il est génial. À bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, nous recevons le fondateur de l'un des médias digitaux incontournables en France. Votre format débat a énormément inspiré le reste du secteur. Avec tes 3 cofondateurs, vous êtes devenus des icônes du personal branding. Vous avez monté un groupe cohérent avec une agence RP, une agence d'influence et une app qui valorise le tourisme français. Aujourd'hui, je reçois Valran Moulet-Berthaud, cofondateur et CEO du groupe Le Crayon. Donc merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment un plaisir. Merci Kylian, intro très élogieuse, on fait de notre mieux pour essayer de construire un truc cohérent justement. Pas toujours simple parce qu'on part un peu dans tous les sens, on a cette habitude-là, mais ça fait très plaisir d'être là. Bah écoute, de toute façon on va en reparler parce qu'il y a plein de choses à dire sur la manière dont vous avez structuré le groupe. Pour te dire un peu ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler de ton parcours évidemment, de la naissance du Crayon, de l'évolution du média, du débat, les nouvelles marques, etc., le choix du groupe versus hypermédia, etc., les croissances aussi des différents médias, les acquisitions que vous avez pu faire, la vie du Crayon aujourd'hui, les actus chaudes, on va parler du PFC un petit peu, des bands, je sais que ça te tient à cœur. Certifié Paris. On va parler de l'écosystème, tout ce qui est neutralité politique, limite du personal branding, les mutations du marché, mais aussi le futur avec les objectifs du groupe, potentiellement les nouvelles expertises, le jeu que je fais avec tous les invités qui s'appelle le jeu du newbie, et ensuite la dernière petite question qui est sur la culture de la différence qui est liée à la valeur fondamentale de mon média. Ça te va? Ça me va parfaitement, sacré programme. Eh bah trop cool. La première question que je pose à tous les invités, c'est toi, si tu sortais de ton corps, que tu te voyais à la troisième personne, tu te décrirais comment? Comme hyper actif. Ça se voit pas du tout. Non mais j'aime bien parce que je trouve que comme ça a un aspect médical, c'est un truc qu'on peut me donner de manière objective, mais en même temps c'est un peu on va dire une composante de ma personne dans le sens où je fais plein de trucs au point que ça en devient un défaut réellement. Et c'est pas dit pour essayer d'en rajouter, c'est vraiment que aujourd'hui un de mes plus gros travaux que je fais sur moi-même, c'est justement d'essayer de canaliser ça, de couper avec cette phrase absolument magnifique, en tout cas pour les personnalités comme moi, qui est la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et là, j'étais en mode, d'accord, très bonne leçon prise. Et donc, du coup, c'est un peu un de mes sujets aussi du moment, comment on affûte le plus possible le groupe pour que ça soit ultra cohérent, ultra efficace. Et on a bien avancé. C'est juste que moi, je suis dans la machine à laver du taf, donc j'ai l'impression d'être en mode on fait que de la merde, ça va pas du tout assez vite et tout. Et puis en fait, dès que tu prends un week-end, 3 jours, 4 jours pour prendre du recul, t'es en mode putain, rien que depuis la rentrée, tout ce qu'on a fait. Et donc là, c'est là que tu es un peu plus un peu plus reconnaissant pour le taf, tu vois. Donc je dirais hyper actif, ambitieux et éternellement optimiste quoi en fait, tu vois, genre je me résous pas à ce qu'on tire la gueule alors que on vit globalement beaucoup mieux qu'il y a 100 ans. Et ça, je sais que c'est un truc que beaucoup de gens sont pas à l'aise avec ça, surtout vu le climat un peu ambiant en ce moment, entre Trump d'un côté, le réchauffement climatique de l'autre, conflit au Proche-Orient, conflit à l'est de l'Europe, enfin, il y a plein de raisons de pas être bien en ce moment, précarité des Français et tout. La réalité, c'est que c'est important de se rendre compte que nos arrière-grands-parents vivaient quasi tous, sauf les plus riches, moins bien que 100% des Français. Et ça, c'est un truc qui, je trouve, est quand même un peu inspirant parce qu'on se rend compte que entre le début, juste avant la Première Guerre mondiale et aujourd'hui, on est mieux aujourd'hui, quoi, tu vois. Et on est mieux aujourd'hui, genre vraiment et objectivement. Et ça, je trouve que c'est important de se le rappeler parce que sinon, en fait, on est toujours là en train de dire
Ah oui, c'était mieux avant, mais en fait, le avant est une notion quand même très floue parce que. Est-ce que ce qui était bien, c'était les années 50? Bah oui, les années 50, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, par exemple. C'était si génial que ça? Ah bon? Enfin, tu vois, et c'est con, mais si tu prends chaque décennie qui est censée être une décennie dorée, en fait, chaque fois quand tu creuses, il y a plein de parties de la population qui n'étaient pas bien. Donc chaque décennie a ses avantages et ses inconvénients. On se refond sur les avantages de celle-ci. Eh ben, écoute, on garde le smile. Mais ça me fait une belle transition parce que tu as parlé de pas mal de sujets d'actu, de sujets chauds potentiellement. Et c'est un truc sur lequel tu as créé le crayon. Ouais. L'idée, c'est de remettre au goût du jour les débats et de mettre la vision de chacun devant les yeux de ceux qui vous regardent. En l'occurrence, l'idée, c'est pas de forcément revenir en long, en large sur comment tu as créé le crayon avec tes cofondateurs, de comment tu l'as lancé, de qui tu es, parce qu'on t'a beaucoup vu. En l'occurrence, tu fais pas mal de podcasts. Mais ça serait quoi les principaux milestones pour les quelques personnes qui passent et qui ne te connaîtraient pas de ta carrière? Je vais faire la version très courte et après je pense essayer de faire un point de fond qui peut être intéressant pour les gens. Les grands milestones, c'est 2020, on crée le média Le Crayon, avec pour but en gros de réunir les gens qui ne sont pas d'accord à la table des discussions pour avoir des discussions si possible posées. Et si elles ne sont pas posées, au moins elles ont le mérite d'exister, quoi, en gros. Donc ça, c'est le point de départ du Crayon. Ça marche très vite bien. On fait très vite pas mal de vues sur les réseaux sociaux avec ça. Et on se rend compte que la difficulté de ce qu'on propose, c'est de réussir à réunir les deux personnes. C'est pas d'avoir une bonne prod, les meilleures questions possibles, le meilleur montage, ce qui vient bien après en fait dans notre histoire. Le point de départ, c'est il y a quasi personne à part nous qui arrive à faire venir des gens différents dans la pièce. Et en fait, d'abord avant tout parce que personne n'a notre culture. Comme les fondateurs du Crayon n'ont même eux pas les mêmes idées politiques, ils n'ont même pas eux les mêmes refs. Et donc en fait, les refs, elles sont ultra larges quand tu prends en fait les 4 fondateurs du Crayon. 2021, on prend en gamme, on commence à monter un peu en puissance, on commence tout doucement le personal branding, on commence à comprendre qu'il y a un enjeu autour du fait de ne pas être seulement un média, mais aussi des fondateurs de médias. 2022, on crée le Surligneur, donc notre agence de relations presse, influence et création de contenu pour les entreprises, parce qu'on se rend compte que le Crayon, ça marche bien, mais on a du mal encore à le monétiser à l'époque, on est encore trop petit pour le monétiser bien. Et donc là, c'est vraiment tout de suite une évidence. Genre, on gagne pas mal de clients assez vite. Les gens trouvent que ce qu'on fait, c'est très cool, c'est très innovant, c'est très original. Et donc, on structure en fait une boîte en 2 pôles, le pôle média et le pôle agence. On se développe bien, on commence à faire pas mal de chiffre d'affaires, pas mal de rentabilité. On commence à être une petite boîte un peu marrante qui intéresse les gens. En 2023, on a l'opportunité de racheter les pépites de France, mais on n'a pas le cash pour, et la banque nous refuse évidemment de faire un prêt vu que l'entreprise est méga jeune. Du coup, on lève des fonds auprès d'une vingtaine d'entrepreneurs pour aller racheter les pépites de France et devenir officiellement un groupe média. Après, en 2024, on se structure un peu plus largement pour devenir en fait un groupe média du digital, devenir un des groupes leaders sur ces sujets un peu médias, rentrer un peu dans le sillon des Brut, des Combini, des Hugo Décrypte et tout, de Legend qui en parallèle de nous grossit et même en tant que média plus vite et en tant que business c'est moins leur partie agence, tu vois. Et après, du coup, là, 2025, là où on en est aujourd'hui, on s'est vraiment structuré comme une boîte d'une quarantaine de personnes qui fait un peu plus de 5 millions de chiffre d'affaires à l'année et qui a pour but de vraiment réussir à créer une nouvelle génération de leaders d'opinion, réunir la société dans ses désaccords et dans son ensemble et remettre un élan de citoyenneté et d'horizontalité en fait dans les échanges avec en fait tu as toujours un cœur qui est comment on réussit à faire en sorte de sortir du bruit pour traiter des sujets de fond. Que ce soit dans notre partie business ou dans notre partie média, c'est toujours notre truc là. Parce que le sujet de fond que moi je voulais aborder et que je trouve vraiment intéressant sur cette partie de comment c'est construit, c'est que le Crayon s'est construit en opposition aux médias qui traitent l'actu pure. Parce qu'en fait, quand tu traites l'actu pure, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu es journaliste, quand tu es rédaction, tu te dis c'est quoi l'info la plus importante du jour. Et tu te dis ça tous les jours. Mais en fait, je trouve que c'est une question qui est dangereuse si tu la pousses à l'extrême. Parce que du coup, tu ne te poses jamais la question de quelle est l'info la plus importante de l'année, quelle est l'info la plus importante de la décennie. Et ça, c'est un truc où tu vas pas du tout avoir les mêmes choses. L'info la plus importante de l'année ou de la décennie, potentiellement, ne va quasiment jamais faire l'info la plus importante du jour. Parce que c'est du long terme et que ça fait moins cliquer. Exactement. Typiquement, l'info la plus importante de la décennie, c'est probablement ChatGPT. Bah, ChatGPT, ça fait vachement moins d'actu que le conflit au Proche-Orient. Ouais, et puis ça fait de l'actu sur 2 semaines, quoi, max. Exactement. Alors même que c'est vachement important. Et donc du coup, nous, on essaye avec le Crayon, et on essaye même avec notre groupe, d'être toujours capable de traiter les sujets les plus importants, peut-être pas de la décennie, mais au moins de l'année.
pour sortir de cette petite roue de hamster et tout. Ça ne veut pas dire qu'on le fait jamais. Évidemment qu'il y a des sujets d'actualité brûlante qu'il faut traiter. Mais nous, on essaye d'avoir parfois, dans nos émissions longues, ce pas de côté en se disant, les sujets sur le féminisme, c'était vrai, et on en parlait il y a 10 ans, on en parlera dans 10 ans. Les sujets sur l'alimentation, le véganisme, tout ce que tu veux, vrai il y a 10 ans, vrai dans 10 ans. Le sujet sur les conflits religieux, vrai il y a 10 ans, hein, je ne te fais pas toute la liste, mais tu as compris. Et c'est ça vraiment les sujets qui nous intéressent. Quels sont les sujets qui étaient vrais il y a 10 ans, qui seront vrais dans 10 ans? Et ça, c'est les débats sur lesquels on essaie de se mettre. Par exemple, sur le format, tu parles de comment est-ce que vous traitez l'actu en différence sur les médias plus traditionnels, etc. Vous lancez il n'y a pas longtemps les carousels, c'est un truc que je suis pas mal, etc. Comment est-ce que tu fais pour que tes carousels suivent cette ligne édito et que ça soit pas juste un carrousel parce qu'on a une info brûlante, il faut vous la donner, et que tu gardes ce côté, ok, on vous donne l'info brûlante, mais il y a quand même notre patte derrière, tu vois. C'est une très bonne question. Nous, déjà, on a décidé cette rentrée de déjà les grandes informations qui pouvaient, entre guillemets, avoir un impact dans nos émissions parce qu'elles sont systémiques, de les traiter pour que si jamais on fait une émission qui était tournée un petit peu avant que la news tombe et tout, l'audience ne pense pas qu'on essaye de biaiser une discussion parce qu'il manquerait une info. C'est juste une question de conditions de production. Ouais. On produit un débat, il est publié 3 semaines plus tard. Si entre-temps, le cornu il a été viré 12 fois, il a été réintégré 15 fois, c'est important que les gens aient l'info pour pas que les gens pensent qu'on est ou de mauvaise foi ou qu'on n'a pas fait le travail. Donc ça, c'est la partie actu brute. Mais sinon, sur les sujets qui sont plutôt des actus débattus, on essaie de se dire, est-ce que le meilleur prisme pour le crayon du traitement d'une actualité plutôt brûlante, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'en pensent les uns, qu'est-ce qu'en pensent les autres. Aujourd'hui, quand on regarde les informations sur les réseaux sociaux, c'est souvent, en gros, la news, le contexte, et c'est tout. Et nous, on se dit, qu'est-ce qui se passe si on met la news, le contexte, et les réactions des différents bords? Ouais. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'informent avec les leaders d'opinion, ce qu'on pourrait appeler un peu à la blague les dealers d'opinion, parce qu'en fait, ce sont des gens qui vont créer du prêt-à-penser. Et là, on y voit toujours un truc négatif, c'est-à-dire le prêt-à-penser, c'est mal. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le prêt-à-penser, c'est une boussole. Faut pas, on va dire, n'avoir qu'un seul dealer d'opinion. Parce que sinon, là, pour le coup, tu t'enfermes. Mais avoir des personnes à qui tu délègues les recherches intellectuelles sur des sujets, c'est quelque chose qu'on fait tous. Quand on veut regarder ce qui se passe dans l'IA, on va aller écouter un Geoffrey Hinton ou un Yann Lequin ou d'ailleurs très récemment un Luc Julia qui s'est trouvé être très discrédité. Mais du coup, si tu sors du côté discrédité de Luc Julia et que tu prends plutôt un Yann Lequin, un Geoffrey Hinton, ce genre de truc, je ne vais pas passer 3 mois plein temps pour me faire un avis sur est-ce que l'IA va tous nous remplacer. J'écoute un type qui fait ça depuis 20 ans. Ça me paraît logique. Pourquoi ça ne serait pas logique sur un paquet d'autres sujets ? Et donc en fait, nous on est convaincus que l'opinion, elle se forge beaucoup par capillarité. C'est-à-dire, toi tu penses un truc, tu as plein de gens qui te suivent sur les sujets d'entrepreneuriat. Si toi tu dis Valorant c'est un bon entrepreneur ou Valorant c'est un mauvais entrepreneur, il y a plein de gens qui vont écouter ton avis parce que tu as creusé le sujet pour eux. On n'a pas tous le temps de passer 3 mois full-time à traiter des sujets. Ouais, et donc c'est en fait là où on va avoir des relais de confiance. Et c'est ça le vrai rôle des leaders d'opinion. Et c'est d'ailleurs en ça que d'un certain point de vue, ils sont une nouvelle forme d'hommes et de femmes politiques, une nouvelle forme de journalistes, une nouvelle forme de chroniqueurs, sans même nécessairement être ou journalistes ou hommes ou femmes politiques ou chroniqueurs. Et nous, on trouve que c'est intéressant. Carrément. Tu parlais tout à l'heure de à quel point avec tes cofondateurs, vous venez d'horizons différents, vous avez des pensées différentes, etc. Ça fait vraiment l'essence Ouais, complètement. C'est la base même de notre truc. Du crayon. Néanmoins, tu vois, vous avez tous fait des personal branding différents. Tu vois, il y a Jules qui est sur du livre, Antoine qui fait de l'actu autre, etc. Antonin, pardon. Okay. Sixtine et toi, vous êtes... Sixtine parle plus des sujets business, j'ai l'impression. Toi, tu es un peu partout. Déjà, pourquoi ce choix d'être à 4 sur du personal branding ? Parce qu'en général, tu vois, quand on voit une boîte, tu as une personne qui fait du personal branding, une autre qui est dans l'ombre. C'est un peu plus tradit, tu vois. C'est vrai. Et comment vous êtes D'ailleurs, quand ils le font, parce que parfois ils en font même pas. Oui, mais tu vois, quand on voit des gens sur LinkedIn, il y a souvent le gars que tu n'as jamais vu en fait. Et le CTO. Exactement. Souvent c'est ça en plus. Et comment vous vous êtes réunis ? Parce que bon, Sixtine c'est facile, c'est ta sœur, mais le reste, comment est-ce que vous êtes connus ? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer ensemble ? En gros, nous, l'idée le point de départ de cette histoire, c'est Sixtine qui veut monter un média sur les jeunes, et moi qui ai buté sur l'idée de faire du débat, de l'idée de Sixtine. Au moment où on se lance,
En fait, on a des gens qui sont là autour du projet en disant nous aussi on a envie de réunir des gens qui sont pas d'accord et tout. Et en fait, Antonin c'est un ami d'amis. Jules, moi j'étais ami de collège-lycée avec son ex. Et donc du coup, on se rend compte un peu comme ça, mais il n'y a pas que Jules et Antonin là-dedans, il y a plein d'autres gens. Et même si Sixtine et moi on a un peu le lead sur le projet, il n'y a pas ce truc de CEO, pas CEO, fondateur, pas fondateur, juste on fait un truc. Tu vois. Et au moment où on structure le Crayon en tant que média de débat qui ne fait pas parler les gens qu'il a réunis, mais qui fait parler pour le coup des invités, c'est là où pour le coup Jules et Antonin sont devenus très naturellement par le travail qu'on a mené pour arriver à ce résultat-là, sont devenus nos cofondateurs, très naturellement. Et Jules en gros vient de Strasbourg, donc en gros Jules était un hors de Paris, tu vois, donc il n'avait pas forcément ce prisme parisien sur un paquet de sujets. Il venait d'arriver à Paris à ce moment-là pour refaire ses études à Sciences Po. Et Antonin était lui plutôt sud 13e, dans des quartiers, dans une logique beaucoup plus populaire, tu vois, et dans son éducation et dans sa grille de lecture du monde. Et Sixtine, elle avait vécu en Suisse, tu vois. Donc même si c'était ma sœur, on avait quand même pas exactement le même univers mental, parce que moi j'étais à la Sorbonne, donc dans ce truc pas du tout. J'avais monté une boîte dans le monde de la nuit, donc on avait chacun en fait un peu des a priori sur le monde. Et c'est en fait ces a priori-là qui ont constitué notre vision de se dire il faut confronter ces a priori-là, sinon on voyait monter les bulles intellectuelles qui sont aujourd'hui très bien représentées par les médias qui vont être des médias militants d'un camp ou de l'autre, que ce soit un Blast, un Frontière, enfin ces médias-là, si tu es dans la bulle de l'un ou dans la bulle de l'autre, tu vois le réel différemment, quoi. C'est ce niveau-là, et on s'est dit nous il faut qu'on puisse être au milieu de toutes ces bulles. On dit pas que Blast c'est mal ou Frontière c'est mal. On dit il faut que nous on soit capable de faire en sorte que ceux qui regardent Blast et ceux qui regardent Frontière puissent regarder le Crayon sans forcément se dire le Crayon c'est la vie, mais en se disant ok, quand je suis dans cet endroit-là, je suis capable d'écouter le camp opposé. Et comment tu fais quand tu prépares une émission pour que justement tu as ce public-là qui vient de Frontier, ce public-là qui vient de Blast, bah, ils soient pas juste derrière leur personnalité, parce que si tu prends les deux opposés, et que juste ils soient en mode bah, c'est lui qui a raison parce que. Ouais, le FC droite et le FC gauche. Exactement. Quoi. C'est une bonne question. Moi je pense déjà que parmi, on va dire n'importe quoi, on fait un débat, ça fait 500 000 vues. Sur les 500 000 vues, je suis convaincu qu'il y a 50 000 max qui ne changeront jamais d'avis. Okay. Jamais, genre jamais. Tu peux leur mettre toutes les preuves du monde, ils ne changeront jamais d'avis. T'en as 100 000, 150 000 qui vont être difficiles à changer d'avis, mais apprécient sincèrement écouter l'autre. Et après, pour moi, le reste, ils peuvent avoir une préférence de départ, mais ils n'ont pas d'avis préconçu. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils auront un avis définitif une fois le débat terminé, mais ils sont en cheminement. Ouais, potentiellement, tu cherches la neutralité, toi, à la fin, plus. Ou en tout cas, la nuance. Exactement, parce que la neutralité, j'ai envie de dire, on nous a tellement reproché d'avoir utilisé ce mot-là que tant mieux, enfin tant pis, mais les gens, ça les intéresse pas comme mot. La nuance, au moins. Et plus que la nuance, c'est le cheminement personnel, parce que quand tu regardes, c'est que mon avis, mais quand tu regardes, tu te rends compte qu'en fait, t'es toujours en chemin intellectuellement. Et d'ailleurs, c'est ceux qui sont pas en chemin qui sont les plus malheureux, les plus radicalisés, les plus censeurs en fait des autres, parce que eux ont l'impression d'avoir fini le chemin, d'avoir fini le jeu. Ouais. Je trouve ça absurde, c'est que mon avis, mais je trouve ça absurde. Et là où moi je trouve qu'il y a quelque chose de incroyablement dangereux avec ce truc-là, c'est que ce sont les plus radicalisés qui, pour le coup, occupent la plus grande partie de l'espace commentaire, des stories, du partage, de tout ce truc-là, en fait, des espèces de militantisme de fond sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ultra dangereux, parce que ça veut dire qu'on est incapable d'avoir une grille de lecture claire sur la société. Parce que du coup, on est convaincu que tout le monde est RN ou tout le monde est LFI, alors qu'en fait, l'écrasante majorité des gens sont ni l'un ni l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voteront pas pour l'un ou pour l'autre, mais par défaut, ils sont ni l'un ni l'autre. Juste, il se trouve qu'ils vont pencher pour l'un ou pour l'autre si on leur oblige à faire un choix. Et ils vont se retrouver à regarder l'un ou l'autre si on ne leur propose que ça. Et je suis désolé, mais je refuse le procès que le Crayon ne reçoit que LFI et RN. C'est pas vrai. On a fait d'ailleurs des études très récemment du bord politique des gens qu'on reçoit à peu près. C'est édifiant. Déjà, il y a 48% de gens, c'est société civile. Donc déjà, non politisé. Et après, derrière, on a 10-12% RN, 10-12% LFI, et après 15-20% droite, 15-20% gauche, je crois, en gros, tu vois. Et ça, juste tu vas te souvenir de un débat du Crayon où il y a eu un mec d'extrême gauche, un débat du Crayon où il y a eu un mec d'extrême droite. Et du coup, tu vas te dire, ah, les extrêmes. Mais du coup, ça a aussi un lien avec le fait que si tu prends les débats extrême gauche, extrême droite, c'est ceux qui ont fait le plus de vues. Potentiellement. En contenu court. En contenu court. Et c'est ça qui fait toute la diff. Ok. Parce que le buzz existe par le contenu court.
Mais comment, toi, enfin, tu vois, là, on sort du why pur de ce qu'est le Ouais. crayon, mais en tant que chef d'entreprise, tu arrives à contrer cette frénésie de te dire, bah écoute, les contenus courts, ce qui nous amène le plus d'abonnés sur nos réseaux sociaux et potentiellement ce qui peut nous amener du brand content ou autre, et bah c'est ce contenu-là, et bah on va faire que du contenu comme ça, et au moins on va parler de nous, on va gagner des abonnés et on va potentiellement gagner des deals derrière. C'est vrai, mais peut-être que je suis naïf, mais on est convaincu que si à long terme on arrive à être le plus aligné possible Mm. avec notre mission, le fric y suivra. Parce que je suis convaincu que la majorité des gens, ils veulent de l'écoute, ils veulent du dialogue. L'idée que la majorité des gens ne veulent pas écouter le camp opposé est un truc auquel je ne crois pas. Quand tu vas, et d'ailleurs avec les pépites de France, c'est d'ailleurs ça qui est merveilleux, mais on va partout en France. Donc on discute avec énormément de Français, de tout horizon, de toute croyance, de toute vision de la France, tu vois. Et il y a beaucoup de souffrance, et qui va mener derrière, enfin, par le fait d'être d'extrême gauche ou d'extrême droite, par exemple, tu vois. Ouais. D'ailleurs, j'aime pas extrême gauche ou extrême droite, parce que je trouve que LFI n'est pas vraiment extrême gauche et RN n'est pas vraiment extrême droite. C'est qu'un avis personnel. Oui, non, mais je suis assez d'accord, mais c'est juste chacun facile pense pour qu'il veut. les gens, je pense. Mais comme ça, les gens comprennent. RN et LFI. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui sont juste, ils ne comprennent pas pourquoi on a criminalisé un camp ou un autre. Les gens sont choqués de la manière dont on a traité le RN pendant des années avant que le groupe Bolloré arrive et inonde de cette idéologie-là. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la LFI sont devenus les grands méchants de l'histoire depuis le conflit israélo-palestinien. Alors on va me dire les prises de position de l'un, les prises de position de l'autre, ce que tu veux. On a un ancien président de la République qui va en tôle. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gars? Enfin, il y a un moment, les gens sont devenus cinglés, je suis désolé, mais il y a un ancien président de la République qui va en tôle, et ce qui va poser problème, c'est la déclaration d'un élu RN ou la déclaration d'un élu LFI. Mais putain de merde, on a un président de la République qui va en prison, un ancien. Je sais pas si on mesure l'ampleur de la catastrophe, de la faillite totale du système politique tel qu'il a existé. Et le problème, ça serait Mélenchon et Marine Le Pen. Mais c'est absurde comme vision du monde. Je suis désolé, peut-être que ça énerve des gens que je dis ça, mais c'est absurde comme vision du monde. La faillite, elle est dans la confiance des gens qui représentaient le système. Une fois qu'on a perdu cette confiance-là, il se passe quoi? Bah, les gens se tournent vers des anti-systèmes. C'est la base. Et d'ailleurs, anti-système pour Mélenchon et Marine Le Pen, quand ça fait 20, 30, 40 ans que tu fais de la politique, je suis du mal à appeler ça anti-système aussi. Mais c'est juste pour dire que les gens ne comprennent pas les causes réelles et profondes qui motivent tous ces mouvements-là, donc ils sont incapables d'y appliquer les bonnes méthodes. Nous, on a une vision de ça. La vision, c'est que si on commence à décriminaliser la pensée, à favoriser le dialogue et à créer du temps long, que ce soit dans le choix des sujets ou dans la durée des émissions, il se passe une pause. Et les gens, ils arrêtent de défendre des chapelles et ils essayent de réfléchir pour eux, pour leurs proches, avec les gens qui dialoguent. Et à ce moment-là, quelle entreprise, marque, projet n'a pas envie de s'associer avec cette démarche? C'est juste à nous de réussir à créer cet équilibre-là pour faire en sorte que les entreprises aient envie d'aller dans cette vision-là des choses. Parce que je crois que réunir, c'est un message incroyable. Et je crois que réunir, c'est le message que toute entreprise avec une dimension sociale a envie de s'attacher avec cette vision-là. Parce qu'au sein des entreprises, il y a toutes les opinions politiques. Au sein des entreprises, il y a toutes les religions. Au sein des entreprises, il y a tous les sexes, les visions du monde, les âges, les générations. Donc évidemment qu'on a tous envie de réunir. Et nous, le crayon, c'est ça qu'on propose. Est-ce que c'est toujours parfait? Non, ça ne le sera jamais. C'est pour ça qu'on s'appelle le crayon d'ailleurs, pour pouvoir gommer et réécrire. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est de faire en sorte de pousser un pays entier à se réunir. Et oui, évidemment, au milieu, il faut du business et il faut de la rentabilité. Sinon, on n'aura jamais les moyens de notre message et de notre ambition. Mais le principe de départ, c'est de réussir à réunir la société. Trop cool, hyper aligné. De toute façon, le média que je porte, c'est un média qui a pour volonté de remettre au centre le why, tu vois, et d'arrêter de parler de Je l'ai société vu avec les et posts, autres. c'est très cool. Et je peux être que aligné avec ce que tu disais. Pour continuer sur Ça fait plaisir. la partie structure, je parlais de la différence entre devenir un hypermédia ou devenir un groupe média. Moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Tu le disais tout à l'heure en aparté que c'était parce que c'était difficile d'aller chercher de la rentabilité au départ quand vous étiez petit. Ouais. Comment vous l'avez construit ce groupe média? Et pour les gens qui ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne, pourquoi vous l'avez fait? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui aussi? Parce que je vois beaucoup de gens avec le surligneur notamment, et ça c'est très cool. Mais où est-ce que vous en êtes un peu? Alors, en fait, juste pour bien comprendre, quand tu parles de hypermédia, tu parles par exemple d'un Brut ou... Ouais, qui fait que du média.
Ok, parce qu'en fait, nous, on a une métaphore. Et ça, pour le coup, c'est pour ça que, certes, on a créé l'agence parce qu'il y avait un sujet de comment on se développe économiquement. Ouais. Mais c'est pas du tout, même au tout début du Crayon, on avait cette envie, pas forcément de l'aspect agence de base, mais de se développer plus globalement que dans les médias. Parce que, en gros, pour moi, ce que tu appelles hypermédia, c'est des gratte-ciel. Ouais. Là où le Crayon, et a fortiori maintenant le Crayon Group, a toujours eu envie d'être un quartier. Ok. Quitte à ce que les buildings ils soient moins hauts que le World Trade Center, la Tour Eiffel, le Burj Khalifa, ce genre de trucs, tu vois. Nous, le fait d'avoir la plus haute, j'allais dire la plus grosse, excuse-moi. Mais le fait d'avoir la plus haute, c'est cool, mais c'est pas notre obsession. Ouais. En revanche, nous, on va avoir le quartier le plus cool, là où il faut être. Le quartier où tous les gens branchés sont. Et c'est ça qu'on a envie de créer avec le Crayon Group. Et donc, derrière, dans ce quartier-là, il y a du coup la partie agence. Et la partie agence, en gros, elle a pour but, et en cohérence avec le Crayon et les Pépites de France, de aussi créer les nouveaux leaders d'opinion. Parce que quand on gère les gestions médias, personal branding, image d'un Blaise Matuidi, d'une Kelly Massol, d'une Yasmine Douadi, d'un Martin Pavanello, de tous ces profils-là, ce qu'il en sort le plus pour nous, c'est ces gens-là vont devenir les référents dans leur sujet. Et nous, notre rôle avec eux, c'est de faire en sorte de pouvoir accompagner leur vision, la manière dont eux se perçoivent leur ambition, et comment nous, on peut apporter tout notre savoir-faire de compréhension de l'opinion qui émane du Crayon, de compréhension de ce que pensent les gens, de là où tu peux te placer, qui émane aussi du Crayon, et de notre réseau qui émane là pour le coup du groupe au global, pour réussir à placer le bon message totalement aligné avec la personne et avec ce que la personne est capable d'aller chercher en termes de cause sociétale. Un exemple très simple par rapport à ça. Blaise Matuidi veut avoir une image qui est plus entrepreneuriale parce qu'aujourd'hui ça correspond à sa réalité. Bah, du coup, t'en fais un parrain de la French Tech. T'en fais un gars, c'est le papa de la French Tech, tu vois. Alors oui, évidemment, c'est un joueur de foot qui nous a mis des buts incroyables et qui nous a illuminés de manière complètement dingue. Je me rappelle de ce but face à Marseille où alors qu'il est gaucher, il a un but du droit en lucarne et c'est complètement dingue, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est un mec qui a un fonds d'investissement, qui est en train de lancer une structure sur le futur de la reconversion des sportifs. Et le mec fait ça, il investit dans des Alan, dans des Upway, dans des super boîtes, dans des Doji et tout. Et ces boîtes-là, c'est le futur de l'économie. Et Blaise, il sait de quoi il parle, il apprend, il comprend, il est super fin. Mais sauf que ça, les gens, ils le verront toujours comme un blaisou sur Internet, donc il faut réussir à faire ce pivot-là. Et ça, on l'a fait sur Blaise Matuidi, c'est peut-être un des plus connus avec lequel on travaille, mais on l'a fait aussi avec des gens qui n'étaient pas du tout connus et qui sont devenus les référents de leur domaine. Et ça, nous, on en est très fiers, parce que non seulement c'est une activité très lucrative, parce que je pense qu'on est diablement doué dans ce domaine-là, et qu'on l'a prouvé sur nous, et qu'on le prouve pour nos clients, mais aussi ça nous permet de faire en sorte que ces gens-là deviennent aussi des figures qui peuvent inspirer les gens, qui peuvent porter une industrie, qui peuvent porter un secteur. Et ça, nous, on trouve que c'est ultra aligné avec la même vision du Crayon qui est recréer un nouveau souffle, faire en sorte qu'on ait des gens qui soient là à prendre des positions, à faire avancer des sujets. Et ça, on trouve que c'est inspirant, tu vois. Tu me fais une belle transition parce que tu parles de Blaise Matuidi, tu parles de foot, tu parles de ton agence. Tu as signé avec le PFC il n'y a pas longtemps. Incroyable. On peut voir sur ton compte et sur les réseaux, les différents réseaux que vous avez, que tu en es très fier. Et ça a été vraiment, et je suis un peu too much peut-être en disant ça, mais ça a été vraiment le premier match qu'on a fait avec eux. Ça a peut-être été un des moments d'accomplissement les plus ultimes que j'ai eu en tant qu'individu, tu vois. Mais alors pourquoi ? J'imagine que tu es fan de football, mais Fan surtout, de foot. comment est-ce que Depuis enfin, je veux dire, c'est pas évident la partie PR pour un club de foot comme celui-ci. Surtout que c'est un club de foot qui est, dis-moi si je me trompe, mais qui est lié au Arnaud, il me semble. Ouais, Et qui donc amène une nouvelle un peu vision, je trouve, aussi au niveau marketing. totalement. Donc c'est quoi un peu les enjeux ? Et surtout, parle-nous de comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu. Très rapidement sur le foot, moi, quand j'ai commencé petit à regarder du foot, mais j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans, je me suis retrouvé, je suis né en 97, je me suis retrouvé à vivre tous les invincibles d'Arsenal. Je Ok. peux t'expliquer pourquoi, mais en fait, on avait la chaîne à la maison. Et donc moi, en fait, j'ai découvert le foot Fan avec de Thierry Titi. Henry. Voilà, on y vient. Et donc fan de Thierry Henry et fan des Invincibles. Après, par évidemment la ville dans laquelle je vivais, je suivais le PSG et tout, mais j'étais fan du PSG, mais j'avais pas le même amour que j'avais eu avec les Invincibles, avec Arsenal et tout, tu vois. Au point que quand il y avait Arsenal PSG,
juste par patriotisme, j'étais pour le PSG, mais c'était déchirant pour moi. T'avais un petit truc, ouais. Et le PSG a eu cette gestion de Cavani, qui pour le coup était mon joueur préféré de très loin du PSG, qui moi m'a ultra étonné, ultra choqué, et j'ai eu l'impression qu'on maltraitait pour moi ce qui était l'ADN, le cœur du club, tu vois. Meilleur buteur du club, il se donnait à fond, jamais une La parole plus grinta. haute que l'autre, un type avec une mentalité, des valeurs incroyables, et on le traite comme un malpropre, tu vois. Et donc là j'ai switché, et il se trouve que la même année, le Paris FC est à 2 doigts de monter en Ligue 1. Donc moi je commence à suivre un peu. Puis il y a eu le truc des matchs gratuits. Donc là moi je suis allé au stade à Charletti et tout, tu vois, c'était complètement dingue. Alors il faisait froid hein, en hiver parce que le stade il est, je sais pas si vous étiez déjà allé, mais il est ouvert aux 4 vents, donc en fait Ouais. tu te pelles quoi, tu vois. Et finalement quand il y a eu cette annonce complètement dingue, moi j'ai essayé de rentrer en contact avec le club. On a bossé d'ailleurs par ailleurs avec les Échos Le Parisien, donc qui appartient au Arnaud, Ouais. sur plein de trucs avec le crayon, Vivatech et tout ce que tu veux. Ok. On a bossé avec eux, avec LVMH et le crayon pour le Vivatech du coup de cette année aussi. Ouais. Donc il y avait des liens un peu. Et moi je leur ai dit juste, faites-moi confiance. Il faut faire ce truc. Je sais pas comment, je sais pas quoi. J'ai peut-être été le pire négociateur du monde parce que j'étais en mode, dites-moi comment Limite on fait. gratuit, on y va. Exactement. Il se trouve que c'est pas gratuit et que je les remercie beaucoup de leur confiance. Ouais. Mais voilà, j'étais en mode, je sais que ce truc-là fait une différence de fou. Surtout que moi, je croyais beaucoup à ce récit-là parce que j'étais ce récit-là. Moi, j'étais le gars qui ne voulait plus suivre le club dominant de la capitale. Non pas que je leur souhaite du mal, mais c'était plus mon histoire en Ouais. fait, tu vois. Et mon histoire, c'était au contraire une histoire de propriétaire français, de club qui vient de Ligue 2, d'histoire complètement à recréer. Je sais pas, peut-être que j'exagère, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de nouveaux récits en ce moment. Qu'on a besoin de nouvelles histoires, en fait, au sens le plus global du terme. J'ai l'impression que les films et les séries, ça tourne en rond. C'est toujours les mêmes IP, tout ce que tu veux. J'ai l'impression que le foot, et a fortiori avec la Super League de Ligue des Champions, ça tourne un peu en rond et tout. J'ai l'impression que la musique, c'est un peu toujours les mêmes artistes dominants et que toute la vague du rap de Juice WRLD, Pop Smoke, ce que tu veux, ils sont tous morts. XXXTentacion, ils sont tous morts. Et donc du coup, on n'a pas eu en fait ce renouvellement Ouais. du rap et tout, tu vois. Et donc j'ai l'impression qu'on est un peu bloqué avec pas énormément de renouvellement, sauf dans la créateur économie d'ailleurs. C'est pour ça que aussi j'aime autant cet univers-là. Et donc je trouve que dans le foot, une nouvelle histoire, enfin c'est la plus belle histoire du foot français depuis 10 ans, quoi, en fait, mine de rien. Donc trop content d'être là-dedans. Et puis moi, travailler pour un club de foot, ça a toujours été mon rêve, quoi, littéralement. Et vous faites quoi avec, du coup, pour que les gens s'imaginent Bien sûr, comprennent. effectivement, ça que j'ai même pas du tout expliqué. Type, c'est génial, mais je ne sais pas ce que vous faites. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un projet propriétaire pour un Ouais. club, enfin pour un club, pour une boîte. C'est qu'en fait, une boîte, elle va créer une espèce de, c'est pas une filiale, mais une espèce de projet interne, et que ce projet interne va permettre à des créateurs de contenu, des leaders d'opinion, des influenceurs, de pouvoir se brancher à la marque, à l'entreprise, sans pour autant besoin d'être dans un objectif commercial direct en mode fais ça, fais ça, fais ça, tu vois. Typiquement, c'est ce que Orange a fait avec Team Orange Running. Ok. Donc, Orange finance les dossards au marathon des créateurs, mais ne les paye pas pour. En revanche, du coup, ils ont un dossard Orange. Hmm. Ce qui est une manière de pousser les créateurs à faire du sport, de pousser les gens à faire du sport, et c'est un super projet propriétaire. Et on s'est inspiré de cette vision-là, on en a fait plein d'autres, mais il y a certains, on n'a pas le droit de communiquer que c'est nous derrière, bref, mais d'autres que Team Orange Running. Et donc du coup, le Paris FC, on peut communiquer dessus, donc trop cool. Et donc en fait, on a fait Paris FC for Creators. Et donc du coup, en fait, on a attiré tous les fans du Paris FC, tous les curieux du Paris FC qui étaient dans la Creator Economy, et on les a ramenés au match pour réussir à les faire découvrir toutes les installations. Et là, plus on va avancer, plus on va monter en grade. Comment on travaille la fan zone avec eux, comment on travaille le derby un peu PSG Paris FC, tu vois. Comment on travaille un peu les dispositifs d'hospitalité et tout. Donc comment en fait on met les créateurs au centre du dispositif pour faire en sorte que en fait le Paris FC devienne the place to be. Et ça c'est vraiment un truc incroyable parce que les créateurs ils ne sont pas payés pour. Ils sont juste heureux d'être là. Et ça c'est un truc qui est trop cool parce que du coup ça coûte tellement moins cher pour le Paris FC que l'argent qu'ils auraient dû dépenser pour avoir des créateurs de cette taille-là. Mais en même temps, les créateurs, ils sont ravis parce qu'on les met comme des princes, quoi, tu vois. On les met avec eux, on les fait rencontrer un peu les joueurs, on les met en bord terrain, on les met dans les bonnes tribunes et tout, on les fait rentrer aussi dans le vestiaire pour qu'ils visitent. Là, on va faire des animations hors du stade. Enfin, et d'ailleurs, plus on va avancer, plus on va essayer même de faire en sorte que les créateurs puissent pousser des projets auprès du club pour pouvoir utiliser le club, l'installation du club pour aller monter un truc. Un club communautaire. Quand tu es en Paris FC for Creators, tu es dans la communauté du Paris FC. Donc, ce qu'on te demande, toi, c'est de faire la promo du club, c'est de parler du club, c'est de créer de l'engouement autour du club. En revanche, ce que tu as accès, c'est les matchs gratuitement. Ça, mais ça, à la limite, pour un influenceur, c'est pas le bout du monde, mais
les installations du club, un lifestyle autour du Paris FC, quoi, tu vois. Et ça, c'est trop stylé. Bah écoute, mec, j'ai carrément kiffé la petite aparté foot. Puis on en parlera Vive en le football. off ou Vive le un de football. ces quatre. Parce que Putain, surtout que c'est Ligue des Champions ce soir. je suis aussi très fan. Ouais, Moi, je cette suis semaine. avec ma copine, je sais pas certain si je vais pouvoir regarder. Pareil. Pareil. Non, on va revenir sur un autre sujet qui, pour le coup, est un sujet qui est pour moi pas mal important parce que, en disant que je préparais cette émission avec toi, on m'en a parlé et on m'a envoyé des trucs vis-à-vis de ça, etc. Je parlais avec Samy Biassoni que j'ai reçu de Néo Bien sûr. il y a pas Bien sûr. longtemps. Super entrepreneur, Samy. Ah oui, carrément. Et puis même hyper intéressant en interview. De leur volonté avec Néo de rester neutre politiquement, bien Ouais. que eux soient politisés, tu vois. Néanmoins, vous aviez un actionnaire en commun Ouais. et tu as communiqué dessus il y a pas longtemps avec Effectivement. la sortie de ce terrain du groupe. Déjà, quel enjeu c'était pour toi de sortir Pierre-Edouard Sterrin de ce groupe-là? On l'imagine un petit peu, mais voilà. Et comment tu gères à chaque fois ces injonctions de ouais, mais le crayon, ils ne peuvent pas être neutres s'ils ont telle ou telle personne, parce que c'est des vrais trucs que tu peux te prendre dans la gueule assez souvent, j'imagine, et qui font parler les gens. Ouais, alors en fait, il y a deux niveaux derrière. Et je pense que c'est important que les gens comprennent les trucs à deux niveaux. Il y a les gens qui savent très bien que c'est faux et qui sont profondément malhonnêtes et qui font ça pour nous nuire. Mhm. Et je le dis, je ne citerai pas la personne, mais il y a un média qui, après que ce terrain soit sorti, a trouvé le moyen de dire du mal de nous pour dire qu'il y avait un autre lien avec un autre truc. J'ai exactement le post On en l'a tête. vu ce matin, le mec, et il nous a dit que c'était pour lâcher une pique parce qu'il sait que parler du crayon ça fait de l'audience. Il savait très bien que c'était pas sérieux. Ok. Donc là, il y a de la malhonnêteté. Et après, il y a de la sincérité. Mais les gens qui voient ce que publient les gens malhonnêtes et qui se disent attends, je peux vraiment faire confiance au crayon. Et eux, je leur en veux pas du tout. C'est normal, on leur met des trucs dans la tête et après, c'est normal qu'ils doutent. Hmm. Or, d'ailleurs, s'ils doutent tant que ça, d'ailleurs, allez regarder ce qu'on fait. Ça vaut quand même mieux le coup de regarder ce que fait quelqu'un pour se faire un avis plutôt que de prendre l'avis de quelqu'un d'autre. Quand même un peu mieux. Surtout quand il y a quand même des gens derrière. Enfin, je veux dire, moi, ça me fait pas marrer, quoi, qu'on essaye de faire croire qu'on est politisé d'un bord ou de l'autre. D'ailleurs, ça aurait été l'autre bord, ça aurait été pareil. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont fait la réflexion en disant ah, mais si ça avait été l'extrême gauche, ça t'aurait pas posé de problème. Si, tout pareil. C'est vraiment juste, laissez-nous en paix sur ce sujet-là. Surtout que si je me Nous, on trompe est pas, juste. c'est 3%, un truc comme ça, même pas. Bien sûr. Ouais. C'est juste, laissez-nous. Nous, on est 4 gosses, en tout cas de base. On veut juste que les gens ils discutent. On a levé des fonds pour racheter un média qui cartonne et qui est un média génial, qui pousse les Français à bouger de chez eux, à décoller leur putain de face de leur téléphone pour aller visiter leur pays qui est le plus beau du monde et le plus visité du monde. Ça va, quoi. Putain, c'est un truc de fou furieux, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas, moi, si jamais j'ai 4%, 3% d'une voiture, je suis pas certain qu'on va me laisser la conduire. Et je comprends pas pourquoi, Ok. quand il s'agit d'un média, les 97% n'auraient pas leur mot à dire face aux 3%. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de débat, du coup. Mais il y a un moment, putain, c'est devenu n'importe quoi, ces histoires. Parce que du coup, on veut nuire à un type, on nous tape dessus, nous. Et en plus, d'ailleurs, c'est même ultra injuste pour eux, parce que eux n'ont jamais essayé d'intervenir. En plus, c'est ça le truc le plus fou dans cette histoire. C'est même pas qu'ils ont essayé et qu'on a dit c'est rien du tout. Ce qu'ils font de leur côté, j'en sais rien. Ouais. Ça me concerne pas. En revanche, auprès de nous, rien. Zéro. Donc, Mais il y a du un coup, moment- si t'as une. Et d'ailleurs, ils auraient pas pu. Enfin, de fait, ils ont 3%. Oui, mais c'est que les gens connaissent peut-être mal l'actionnariat, comment ça marche, tu vois. Bah, les malhonnêtes ont fait en sorte que les honnêtes comprennent mal. Hmm. Et c'est là où je dis, faut pas être trop naïf. Il y a des jeux de pouvoir là-dedans. Complet. Parler du crayon, ça fait de l'audience. Alors, tant mieux pour nous, ça veut dire que notre boîte se porte quand même bien, tu vois. Mais c'est réel. Et ça, et je te disais un peu en off, c'est le sujet des réseaux sociaux aujourd'hui et tout. Et moi, ça me paraît important d'en parler parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on partage cette Ouais. parole-là. On est à un moment de la société française, peut-être mondiale. Je parle de la France, j'en sais rien si c'est vrai ailleurs. Mais on a un moment de la société française où aujourd'hui, c'est permis de tuer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, dès qu'on peut shooter quelqu'un avec le moindre argument, même bancal, même mal vérifié, même si jamais on aurait pu demander aux gens concernés les vraies infos pour ne pas leur taper dessus, on va les défoncer parce que ça fait du clic, de l'audience. Et le paradoxe, et c'est moi là où je commence à avoir peur, c'est que ces gens-là gagnent une certaine forme de street crédibilité de taper sur des gros. Alors même que dans énormément de cas,
Les gros, ils essaient juste de faire correctement leur travail. Est-ce qu'ils sont tout parfaits? Non, personne ne fait tout parfait. Mais est-ce que c'est une raison pour que des gens soient considérés comme socialement stylés de taper sur des gens qui essaient de faire les choses honnêtement? J'ai vu Reggie Gorilla expliquer que Hugo Décrypte faisait monter l'extrême droite. J'étais en mode, ah bon, voilà autre chose. J'ai vu, j'ai oublié comment il s'appelle. Bref, un compte qui expliquait que Squeezie c'était quand même une catastrophe industrielle de faire le GP Explorer parce que Ouais. c'était pas bien pour l'écologie. Parenthèse, c'est sûrement vrai que c'est pas bien pour l'écologie, mais de fait, c'est le plus gros événement mondial de la créateur économie. On se rend compte ou pas de ça? Donc les JO c'est cool, mais GP Explorer ça l'est pas. Mais GP Explorer c'est les Jeux Olympiques de la créateur économie. On ne mesure pas ça. C'est des jobs, c'est des emplois, c'est de la compétitivité, c'est du rayonnement, c'est des développements d'industrie, c'est des filières. Il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions qui bossent dans la créateur économie. Mais il faut se réveiller qu'on est dans une économie, quoi. Bref. Et le crayon, on t'explique que maintenant qu'il y a plus de terrain, en fait, il y a encore des gens d'extrême droite et qu'il y a même des gens de turbo droite, des gens de méga droite. Il faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Et ce qui, moi, me gêne là-dedans, c'est pas que les gens critiquent, ils ont critiqué de tout temps. Et ça, c'est logique. Et c'est le prix à payer quand tu t'exposes. Ce qui me gêne et ce qui me fait peur, c'est que ces gens-là sont de mieux en mieux considérés par une certaine partie de la population. Comment tu l'expliques ça? Bah, je pense que les gens ont la rage. Tu prends des politiciens totalement déconnectés, totalement irresponsables. Une économie morose qui fait que les gens ont un pouvoir d'achat qui est de plus en plus faible. Il y a quand même 11 ou 12 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Tu prends une situation géopolitique ultra instable qui fait peur à tout le monde et qui divise les gens au sein de la même société, notamment sur la question du conflit au Proche-Orient, et tu me rajoutes ça, tu me saupoudres ça d'une inflation dingue, en tout cas qu'on a vécu post-guerre en Ukraine. Puis tu vois un Donald Trump qui en vrai fait la même chose de son côté Ouais. et qui a lui pour le coup une crédibilité qui est. Enfin, Ouais, mais tu c'est vois, la sienne même, parce qu'il est président des États-Unis, tu vois. même lui, tu vois, oui, même lui a contribué au fait de valoriser. Oui, c'est le ça que fait je veux de- dire. Ah oui, d'accord, ouais, bah, on est d'accord. C'est dans ce sens-là, ouais. Complètement. Et donc, du coup, maintenant, les gens se disent non seulement si je tape, je vais faire des vues, mais si je tape, des gens vont vraiment bien m'aimer. Là où il y a 3-4 ans, on regardait les gens qui tapaient parce qu'on aimait le drama, mais on les aimait pas dans le fond. Et ça, c'est ce qui me fait très peur. Ouais, il y a eu une inversion un peu des valeurs où les gens qui se font taper dessus, on n'a plus de la peine pour eux. Exactement. C'est normal, quoi. Exactement. Comme une forme de. J'exagère complètement en disant ça, mais comme une forme de parfum pré-révolutionnaire. Hmm. J'exagère complètement. On en est ultra loin. Mais c'est juste pour dire que. Et ça, il faut vraiment qu'on le regarde et qu'on le Ouais. traite avec énormément de sérieux. Parce que nous, ça va nous rendre notre travail de réussir à faire débattre des gens qui ont des opinions différentes super difficile. Parce que du coup, on va essayer le plus possible de taper sur les gens qui veulent dialoguer. Et toi, avec cette expérience que tu as vécue, là encore dernièrement, on t'a envoyé des petits pics vis-à-vis de ça. S'il y a encore un sujet d'actionnariat avec des levées ou autre chose, tu ferais les choses différemment, tu les réfléchirais comment? Maintenant, je décide que tout le monde aille se faire voir, en fait. Maintenant que j'ai compris que. Parce qu'en fait, j'ai pas compris au début. Moi, je croyais que les gens qui nous critiquaient, ils étaient honnêtes. Je suis très premier degré comme gars. D'ailleurs, je suis pas un sens de l'humour hyper développé par rapport à beaucoup de gens. J'ai des amis beaucoup plus drôles que moi. Parce que je peux avoir un petit décalage un peu un peu team premier degré. Ok. Non, mais vraiment, tu vois, où genre, on va me faire une blague et moi, je vais le prendre en mode. Bah non, c'est pas vrai. C'est en mode. Bah oui, mais c'est une blague. Je fais, ah oui, d'accord. Enfin, je peux avoir ce truc légèrement bizarroïde où je piche pas le truc qu'en fait c'est une blague. Mais moi, très premier degré, j'étais convaincu que ces gens étaient sincères. Ils étaient inquiets qu'un espace de débat soit contaminé par une idéologie. Que nenni. Malhonnêteté intellectuelle fois 1000. Et donc maintenant que j'ai compris ça, je suis en mode, maintenant, allez vous faire voir. C'est nos émissions et notre travail qui va parler pour nous. Si vous n'êtes pas content, vous allez au bureau des plaintes. Et si même vous avez un peu d'éthique ou de déontologie, vous nous passez un coup de fil avant de faire quelque chose. Hyper intéressant. Ce qui me paraît être la base. Si je fais un truc sur toi pour dire du mal de toi, le strict minimum de déontologie, c'est de te passer un coup de fil. Je suis d'accord. T'es une personnalité qui est aussi maintenant publique, on peut dire, je pense. Ou- Enfin, je je veux sais dire, pas, il peut-être. y a quand même pas mal de gens qui te connaissent et qui peuvent parler sur toi. Et en tout cas, ton nom fait du clic. Euh, Vous avez tous fait un personal branding différent, ça on le disait. Il y a un enjeu, je trouve, dans les médias, quand même, qui est de dire comment est-ce que tu fais un média avec un personal branding et comment ton média peut exister sans vos visages aussi.
Est-ce que c'est un enjeu que vous vous êtes posé et comment vous gérez ce truc-là? C'est une bonne question. On réfléchit sur cet enjeu-là. Donc on n'a encore pris aucune décision, mais on réfléchit sérieusement parce qu'on veut absolument pas que le crayon soit à propos de nous. Ouais. Vraiment. Et ça, je pense que les gens ne comprennent pas le truc. On n'a jamais cherché la fame avec le crayon. On aime bien la fame avec nos personal branding, on aime bien exister en tant que personnalité et tout, mais le crayon, c'est vraiment, on a vraiment pour but que ça soit, qu'on soit pas, on veut même pas être les arbitres en fait, on veut juste être le stade. Alors de fait, il faut qu'on soit un peu les arbitres pour que ça marche. Mais notre but, c'est surtout de permettre le dialogue. Ouais. Si jamais on doit avoir d'autres personnes qui arbitrent les trucs, ça nous va très bien. Encore faut-il trouver les bonnes personnes, ce qui est pas simple. Mais aujourd'hui, on a remarqué, tu mets n'importe lequel de nous quatre, ça n'a aucun impact sur les vues. Aucun. Positif ou négatif. Donc déjà, on pense que si on mettrait une 5e, une 6e ou une 8e ou une 45e personne, si la personne est douée dans ce qu'elle fait, on ne pense pas que ça posera de problème. Donc, potentiellement, un jour le faire. Pour l'instant, c'est pas l'agenda précis, mais C'est vrai que les formats courts, il n'y a pas vos visages pour le coup. exactement. Et ça a toujours été notre but. Ouais. Et pourquoi pas un jour avoir une mécanique un peu à la brute où tu as Charles Villard, Rémi Buzine, Ouais. j'ai oublié comment elle s'appelle, la nana super douée d'ailleurs, qui fait un peu les actus. J'ai oublié comment elle s'appelle. Bref. Ouais. Mais en tout cas, il y a une nano super, enfin une meuf qui est trop douée, je trouve, chez Brut. Donc bref, pourquoi pas ça. Et après, sur nos personal branding, nous, on a le plus possible envie d'être vus comme un groupe insaisissable, un ovni. Tu Belle vois. ref. Et c'est ça qu'on a envie d'essayer de créer, de faire un peu bugger les gens en disant ok, attends, waouh. Donc lui parle de ça, elle parle de ça, lui parle de ça. Eux tous ils sont associés entre eux, mais ils gèrent pas les mêmes boîtes en interne. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Tant que ça ne nuit pas à notre développement économique par le fait que ça manque de clarté, ce qui a pu être un sujet à un moment, on adore ça. Parce que ça nous permet d'être en discussion avec toute la société. Et c'est ce qui fait aussi, sans prétention, mais le niveau qu'on est capable d'avoir en interne. On parle avec toute la société, tous les mois. Et donc en fait, on est capable d'aller comprendre ce qui va se passer en fonction des zones géographiques en France, en fonction des classes d'âge, en fonction des classes sociales, en fonction des niveaux de revenus, des sociologies. On est capable d'avoir une compréhension très très fine en fait de ce qui se passe en France, justement parce qu'en fait, on a cette espèce de truc un peu hybride, un peu nébuleux, où en fait, on va chacun avoir aussi des sphères humaines différentes, des sphères de rencontres, des projets différents. Et ça, ça nous excite de ouf, on trouve ça trop bien. Complet. On parlait tout à l'heure en off des réseaux sociaux. En l'occurrence, vous êtes un pure player, donc vous êtes uniquement dispo sur les réseaux, le digital, Ouais. etc. Comment tu perçois, toi, l'évolution des réseaux chez le crayon? Vous êtes parti de quasi rien, même de rien. Et là, aujourd'hui, vous avez quand même une belle communauté. C'est quoi les enjeux actuels? Vous en êtes où? Donc nous, aujourd'hui, sur le Crayon Group, on a en gros à peu près 6 millions d'abonnés sur les deux médias. Donc c'est pas mal, mais on trouve que c'est encore un peu faible par rapport comme tu disais, aux hypermédias. Et donc ça, c'est notre prochain objectif. Comment on arrive à se rapprocher de chiffres qui sont ceux des hypermédias, tout en restant et en maintenant cette logique de groupe. Après, derrière, c'est jamais facile. Les réseaux sociaux changent d'algorithme régulièrement. Les thématiques sont pas toujours simples à adresser parce qu'il faut réussir à être très juste dans ce que tu proposes, en même temps avoir une capacité de générer de la croissance avec ce que tu proposes. Donc il y a des équilibres entre la fiabilité de ce que tu proposes, la qualité de ce que tu proposes, les recherches dans ce que tu proposes, et le fait de réussir à packager ça de manière à ce que quand même ça ait un certain degré de viralité et tout. Ouais. Brut et Hugo sont des masterclass de ce point de vue-là. Ouais. Et je pense qu'on peut vraiment leur tirer un chapeau. Moi, j'ai plus confiance en Hugo Décrypte et en Brut que dans les médias traditionnels. Donc, en tout cas, moi. Je sais pas qui, mais en tout cas, je sais pas Je qui suis c'est, d'accord, forcément, ouais. mais en tout cas, moi. Et tu vois, je n'ai absolument aucun doute que s'il faisait une erreur journalistique, il l'assumerait, il la corrigerait et il s'en excuserait, tu vois. Et ça, c'est moi quelque chose, j'ai confiance en ça pour eux, j'espère que c'est le cas d'ailleurs, mais j'ai moins confiance là-dessus sur certains médias tradis. Pas tous, évidemment, faut pas faire de grandes généralités. Et après, nous, notre thèse et notre vision sur la logique de quartier, c'est deux choses. La première, c'est comment on peut étendre les médias dans autre chose que les médias. Donc, typiquement, les pépites de France, il y a le côté application. Mais est-ce qu'un jour, on est capable de faire un grand banquet des pépites de France? Est-ce qu'un jour, on est capable de créer une espèce de grand marché de Noël des pépites de France, par exemple? Je sais pas, c'est des idées comme ça. Ça, c'est des choses qui nous intéressent. Sur le crayon, pareil. Est-ce qu'on est capable d'envoyer, je sais pas, de remplir une salle de 1500 personnes pour faire des débats en direct? Ça, c'est des trucs qui nous intéressent. On a envie de se développer. Est-ce qu'on est capable de créer une app qui permet aux gens de mieux débattre, tu vois, un peu comme un change.org ou ce genre de truc, tu vois, où tu fais une pétition et après un espace débat en dessous. C'est des réflexions comme ça, mais
Rien n'est définitif pour l'instant, mais en tout cas, c'est des idées qui nous intéressent. Et après, l'autre chose, c'est d'aller ou développer ou racheter des médias qui soient, ce qu'on aime bien dire, c'est en gros top 3, top 5 de leur thématique, tu vois. Je regarde beaucoup du côté de la science, je trouve qu'il y a des choses méga intéressantes, côté un peu science, technologie et tout. Côté écologie, c'est des sujets qui parlent beaucoup à mon associé Jules, qui lui y est très sensible, et il pense qu'il y a beaucoup de choses à aller créer de ce point de vue-là. Et après, évidemment, mais ça c'est beaucoup plus connu et fait, mais un média peut-être plutôt business, mais avec une approche un peu, euh, un peu plus, on va dire, sur le côté institutionnel, c'est-à-dire le côté les grands mouvements économiques. Tu vois, donc économie business plutôt que business entrepreneuriat. Tu vois. Donc voilà, c'est des choses qu'on regarde. On a eu une proposition là pour racheter un média très récemment. Je pense pas qu'on va la saisir. C'est pas le bon moment pour nous, mais tu vois, on regarde, tu vois, toujours forcément. Avant de lancer le jeu, j'ai une dernière question, peut-être un petit peu plus perso, mais qui m'est venue sans même l'écrire, etc. J'ai parlé avec quelques personnes avant de t'interviewer, des personnes qui t'avaient eu potentiellement sur les podcasts ou non d'ailleurs, mais qui te connaissaient. Ok. Et ce qui en ressortait souvent, c'était que en termes de prise de parole, tu étais très bon et que globalement, euh, débattre avec toi, c'est assez simple, mais tu mènes le bon bout, quoi. Tu vois? Bah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Bon, c'est des gens qui l'ont dit et je tiens leurs propos pour véridiques. Le truc qui me vient quand j'entends ça, c'est évidemment, en plus il y a des sujets avec le crayon, c'est la politique. C'est un truc, je sais pas si tu l'as déjà évoqué, mais est-ce que pour toi ça J'avais un pourrait podcast. être une envie? Un de ces jours. Non. Genre Alors vraiment pourquoi? pas. Et je le dis très facilement, pas là du Dupond-Moretti en mode non, et puis finalement, hop là, je débarque, on est tout à fait ensemble. Pas du tout. Moi, vraiment, juste, j'ai pas du tout envie, mais pour plein de raisons. Ouais. Mais la première, c'est si autant de gens se retrouvent en politique et se retrouvaient à être en conflit d'intérêts, trafic d'influence, corruption, tout ce Ouais, que pour tu le coup, veux, s'il y a autant de gens, est-ce que c'est pas aussi cet endroit-là qui est pas le bon? hmm, Au-delà même des gens, c'est quand même dingue de se dire qu'il y a autant de problèmes dans un endroit où c'est normalement l'endroit où il devrait y en avoir le moins, tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est pas un peu inhérent? Est-ce que tu es capable d'avoir un poste si jamais t'acceptes pas que quelqu'un puisse avoir un dossier sur toi? Est-ce que tu es capable d'avoir un poste si tu rends pas un service à un type qui est plus puissant que toi et qui peut t'obtenir des voix ou des trucs? J'en sais rien, je connais pas assez les coulisses de la politique pour le dire. En tout cas, ce milieu-là me fait peur. J'ai pas envie de foutre un doigt dedans. Je suis ravi dans mon rôle d'observateur et de commentateur insupportable. Ça me va très très bien. Et j'ai l'impression, en tout cas à mon échelle d'aujourd'hui, que je peux avoir beaucoup plus d'impact positif sur la société en étant en externe. Et en plus, ça me permet de répondre à une question qui est très 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 simple, qui est c'est quoi ton but dans la vie? Mon but dans la vie, c'est de faire des choses super utiles et d'être bien payé pour. Là où j'ai l'impression qu'en politique, le premier c'est compliqué et le deuxième t'as pas le droit de le dire. Donc c'est un peu casse-couille comme modèle, tu vois. Et après, derrière, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. ouais. Moi, pas du tout. Moi, dès que tu commences à me dire t'as pas le droit de faire ça pour X ou Y raison, mon premier réflexe, c'est d'avoir envie de le faire. Donc en Entrepreneur. politique, Donc en politique, ça risque de mal se terminer. Alors en fait, oui, mais vous n'avez pas le droit de dire que trois petits points. Alors en fait, donc, forcément, moi La je joue au première con. matinale, c'est fait. Ouais, exactement. Forcément, moi je joue au con, tu vois. Genre, c'est sûr, je vais me faire virer au bout de 2 minutes du parti dans lequel je serais, parfois que j'aurais même potentiellement créé, je me ferais virer de mon propre parti. Enfin, Toujours moins vite que le cornu. toujours moins vite que le cornu, est-ce que je serais réintégré comme lui? Bon, bref. Et puis aussi, je le dis, je considère aussi que les histoires sont importantes, les récits sont importants, Ouais. et qu'aujourd'hui, le récit des politiciens est catastrophique. Et que je suis convaincu que si on veut recréer de la confiance dans l'action publique, il faut aussi une forme de dégagisme politique profond. Et que les gens qui ont mené à cette défiance, qu'ils soient coupables ou pas, d'ailleurs, en vrai, désolé pour eux, mais remettent un peu les clés du camion, comprennent que politicien, c'est pas une carrière, c'est une mission d'intérêt général, que maintenant tu remets ta putain de clé, tu laisses d'autres gens le faire, limite tu deviens quelqu'un qui forme ces gens-là, qui les conseille, pourquoi pas, mais tu renouvelles ce putain d'espace politique. Tu veux un truc intéressant? En 2012, les personnes qui étaient qui étaient les plus gros opposants à Sarkozy et Hollande, c'était Mélenchon et Marine Le Pen. En 2017, les plus gros opposants à Macron et Fillon, c'était Mélenchon et Marine Le Pen.
En 2022, les plus gros opposants à Macron, c'était Mélenchon et Marine Le Pen. En 2027, les plus gros opposants à, je ne sais pas, Édouard Philippe, que c'est Gabriel Attal, c'est Mélenchon et Marine Le Pen. Si jamais il y a une crise politique, c'est parce que bordel de merde, c'est le même merdier depuis des années. Et j'en veux même pas à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Chacun fait sa carrière, chacun gère sa life, c'est pas mon problème. Juste, il y a un moment, on peut pas faire genre le problème, il vient pas du fait que c'est toujours les mêmes putains de visages depuis qu'on est gosse, quoi, en fait, quand même. Il y a un moment, c'est... Donc évidemment que ça rend fou les gens. Donc voilà, moi, je ne veux pas un orteil dans ce truc-là. Vraiment. Très clair. Et c'est des gens qui le feront bien mieux que moi. Bon, on arrive au petit jeu de fin. En l'occurrence, c'est le jeu du newbie. C'est des questions qui pourraient être posées par des enfants, donc des questions très simples et un peu provocatrices, du genre la période du pourquoi, tu vois, et auxquelles il faudra que tu répondes comme si j'étais un adolescent. Donc des réponses très simples pour des questions très simples. C'est quoi un bon débat? Ah, ah putain, elle est dure celle-là, en vrai. Pour bien commencer. Euh, Deux points de vue qui s'opposent dans le calme. En tout cas, ce que moi j'aime, c'est ça. C'est quand il y a deux personnes qui sont pas d'accord, peut-être irrémédiablement pas d'accord, mais qui en discutent dans le calme. Ça, c'est moi mon kiff. Genre, tu me mets ça, je suis bien. C'est vraiment, Ça fait une belle émission. C'est quoi une vue qui compte vs une vue pour rien? beaucoup de gens, quand ils parlent de vue qui compte ou de vue pour rien, ils parlent de la personne qui regarde. Donc, est-ce que la personne qui me regarde, c'est le président de la République ou est-ce que c'est, je sais pas, un, un buraliste dans la banlieue de Poitiers, par exemple? Moi, je suis pas d'accord avec cette grille de lecture-là. Parce que je considère que, oui, effectivement, d'un point de vue business, t'as capté, mais en fait, j'aime pas cette vision-là. C'est plutôt ce que cette vue a dit. Est-ce que c'est une vue d'un moment où tu es très fier de toi ou est-ce que c'est une vue d'un moment où tu pas du tout fier de toi? Je préfère largement faire des vues, enfin, des vues gigantesques en termes de volume sur des trucs dont je suis fier de moi que des trucs dont je suis pas fier de moi, plutôt que sur la bonne audience ou la bonne cible, qui pour moi, plus on avance, plus c'est un truc qui est compliqué à vraiment, vraiment choisir, trianguler et tout, tu vois. Avant de filmer, tu fais quoi? Avant de préparer un débat ou autre? Je m'écoute une musique, Prêt à partir de SCH et Nino. Je fais ça Très précis. avant de faire un débat, avant de monter sur scène, avant tout moment où il y a un peu de pression. Et Nino a cette phrase incroyable qui est la raison pour laquelle j'écoute ce son, qui s'appelle où il dit le stade me regarde, je gère la pression. Et je trouve que ça catalyse ce sentiment de toute façon on n'a pas le choix. Tu vois, il y a une espèce de On truc y est, de on va y aller. De je toute sais pas, façon, ça fait phrase de très grand champion. Je sais pas, quand j'entends cette phrase-là, j'ai l'impression que genre c'est Mbappé avant de rentrer en finale ouais. de Coupe du Monde, tu vois. Le Bon, stade me regarde, je gère la pression. on lui demandera s'il l'écoute. Peut-être possible. Ça me ferait un kiff de s'aimer de l'écouter, tu vois. Pourquoi un club de foot a besoin de créateurs de contenu? On en a un peu parlé, mais de manière simple. C'est une bonne question parce que le foot n'est pas une catégorie au-dessus de celle des autres dans le marché de l'attention ou du divertissement. C'est une catégorie, aujourd'hui la dominante, mais attention de ne pas perdre face au gaming. Les Pépites de France, c'est une appli, un média ou un guide? C'est un média pour moi, d'abord et avant tout. Et l'appli est là comme support d'utilité, de résumé de ce que le média te propose en tant que média. Mais on a toujours pensé comme d'abord un média. Et pourquoi pas un guide alors? Parce qu'on ne veut pas être que sur l'aspect guide, on a aussi envie d'avoir vraiment une dimension très inspirationnelle, très lifestyle. Donc le côté guide, moi ce qui me dérange, c'est le côté purement utilitaire. Là Ouais. où nous on a vraiment envie aussi de défendre une vision de la France, c'est-à-dire une vision de la France c'est génial, sans que cette phrase-là soit connotée politiquement. Et la dernière question, c'est quoi la différence entre un rêve de métier et un vrai plan? Un pas après l'autre. Pour moi c'est toute personne qui a un rêve mais n'entreprend aucune action pour arriver à un résultat a un rêve. Toute personne qui a un rêve et entreprend la moindre action, même la plus petite, pour arriver à ce résultat, a déjà fait pour moi la plus grosse partie du travail qui est de se mettre en mouvement. Je pense que les gens surestiment complètement
la difficulté que c'est de se mettre en mouvement. Parce que, et je vais prendre une comparaison ultra alambiquée, mais qui me paraît hyper importante, mais quand tu veux gagner un client, te faire un nouvel ami, draguer une fille, ou tous ces trucs-là, ça correspond toujours à la même logique, c'est tu es obsédé par le résultat, et c'est l'obsession du résultat qui fait que tu es catastrophique et que tu passes pas à l'action, et que même si tu passes à l'action, tu fais de la merde. Parce que tu n'as pas accepté l'idée que tu perdais ce contrat, tu ne devenais jamais ami avec ce gars-là, et tu n'avais jamais de relation avec cette fille. Et c'est à partir du moment où tu renonces au résultat final que se mettre en mouvement est facile, parce que du coup, tu avances pour perdre. Et c'est con, mais avancer pour perdre, c'est incroyablement libérateur en termes d'énergie d'action. Tu vois. C'est parce que je vais foirer ma conférence que du coup j'y vais avec le sourire. C'est parce que ce gars hyper cool que moi je suis, que je kiffe, j'ai envie de devenir pote avec lui. C'est parce que mon but c'est de devenir tout sauf pote avec lui que c'est en fait libérateur que d'aller lui parler. Parce que du coup tu changes complètement de dynamique. Magnifique. La dernière question que je pose à tous les invités, c'est la question sur la valeur fondamentale de mon média, qui est la culture de la différence. En l'occurrence, comme je te le disais tout à l'heure, moi ma volonté c'est de remettre l'entrepreneur et le why au centre des débats, là où on parle beaucoup de levée de fonds, de structures juridiques, tout autre. Je pense qu'un média, et a fortiori sur l'entrepreneuriat, c'est avant tout une histoire d'homme, parce que derrière des boîtes, il y a des visions. Toi, qu'est-ce qui fait que Valorant, ta boîte a marché, alors que même nom, même concept, même idée, ça n'aurait pas été Valorant derrière, ça n'aurait pas marché? Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait que tu as porté ce why-là? Alors j'ai envie de te dire un truc bateau, donc je vais le dire juste pour la réflexion, mais j'essaie de te faire une réponse plus originale que ça, mais parce que je suis un cinglé, je suis un mort de faim, je m'arrête pas. Genre vraiment pas. Genre vraiment vraiment pas. Genre c'est un truc que les gens, comme je suis un gars un peu exubérant, très bruyant et tout, on a l'impression que c'est ça qui a attiré tout. Mais en fait, c'est surtout que je suis un gars, je m'arrête pas. C'est-à-dire, tu me dis non, je vais continuer en fait longtemps. Je lâche pas en fait, tu vois. Je suis vraiment je suis un chien de la casse de ce point de vue-là. Je lâche pas, je lâche jamais. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que j'en ai pas d'ailleurs, donc tant mieux pour eux, mais c'est à mon avis une très mauvaise idée de m'avoir comme ennemi parce que je lâche vraiment rien. Genre toi tu dors, moi je lâche pas. Tu vois, genre vraiment, je suis vraiment casse-couille de ce point de vue-là. Mais si je dois prendre un truc un peu plus original, je dirais que j'ai une conviction très profonde qui est que la vraie valeur du monde, elle est chez l'autre. Elle est chez l'autre au sens l'autre être humain, tu vois. C'est parce que je parle avec toi, c'est parce que avant j'étais en réunion avec mes équipes, c'est parce que j'ai déjeuné avec un client, c'est parce que j'ai fait une interview ce matin, c'est parce que ça que je fais ce que je fais. Ce qui me motive, c'est les autres êtres humains. Et donc, en fait, comme j'aime profondément les autres êtres humains, bah, du coup, je me fais plein d'amis, je me fais plein de relations, je me fais plein de connexions, et du coup, en fait, il y a plein de gens qui m'aident, et du coup, en fait, tout le monde a envie de m'aider, et du coup, en fait, tout est plus facile. Parce que juste, j'adore les gens, en fait. J'adore aider les gens. Je pense que si jamais j'étais dans une autre vie, j'aurais été ou coach ou genre de truc, parce que j'adore que les gens réussissent, tu vois. Genre, typiquement, je me suis toujours ultra vu en me disant, si un jour je gagne tellement d'argent que je sais plus quoi en faire, je monte un putain d'incubateur. Et je dis aux gens, on va faire un truc de fou furieux. J'adore aider les gens, genre au sens le plus profond du terme. Quand je déjeune avec une personne, je me dis, mais c'est instinctif, c'est pas réfléchi, mais je me dis, est-ce que je peux faire au moins une petite chose pour aider un peu cette personne? Mais juste parce que ça me valorise. Si je pars je fais de la psychologie de comptoir, mais peut-être que j'ai l'impression que je vais être inutile si je n'apporte pas ça, que je ne vais pas avoir de valeur si je n'apporte pas ça. C'est J'ai un peut-être peu ce truc aussi. c'est je peut-être une comprends, insécurité, en fait, dans le fond. Je pousse la psychologie loin, mais en revanche, ça fait que du coup, tout le monde a envie d'être pote avec moi. Je porte que de la force tout le temps. Et ça, je le dis pas en mode. C'est pas du tout prétentieux en fait, c'est vraiment très mécanique en fait comme truc. Les gens sont ravis d'être potes avec des gens qui les aident. Ça paraît être une évidence en fait. Mais tout le monde est ultra égoïste. C'est ça dont tu te rends compte. Bah écoute, merci Valorant. C'était génial. Avec plaisir, Kylian. J'ai beaucoup kiffé cette émission et je pense que tu auras apporté plein de valeur aux gens qui Je nous le écoutent. souhaite, que les gens soient apporter des trucs aux autres. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est vraiment le mouvement le plus naturel de l'humanité, tu sais. Et bah trop bien. Merci beaucoup mec. Merci à toi, Kylian. C'est chouette. Remercier les équipes de Eleven Act pour ce joli studio dans Paris. Ça fait plusieurs fois que je tourne ici et à chaque fois vous le voyez, je change de décor. Aujourd'hui, petit décor canapé, c'est hyper sympa. Donc les infos sont dans la description.